Merci de regarder TV5 Monde. Place au débat de 64 minutes. Les antivax, ils avaient donné de la voix lors de la pandémie aux États-Unis et pas seulement. Depuis l'élection, la réélection de Donald Trump, ils reviennent en force à tel point que certains États, comme la Floride, pourraient abandonner les obligations vaccinales. Comment expliquer une telle méfiance envers les vaccins? Est-ce que ce mouvement anti-vax américain peut se propager à travers le monde? Est-ce que les anti-vax vont prendre le pouvoir? Pour en débattre, nous avons invité Françoise Salvadori. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc auteur de ce livre. Vous êtes remonté aux origines de ces peurs liées aux vaccins dans votre livre Anti-vax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, que vous co-signez avec Laurent-Henri Vigneault. Une montée en puissance des anti-vax américains. Donc, alors, quelles conséquences sur le terrain? On va y revenir avec vous, Lucille Grosjean. Vous êtes porte-parole de l'UNICEF. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, nous sommes en direct avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Alors, Elisabeth, un premier point avec vous sur ces anti-vax américains. Ils sont incarnés par un mouvement, Make America Healthy Again, et une figure, Zen Honeycutt. Qui est-elle ? Et oui, Zen Honeycutt, c'est une activiste depuis de longue date, depuis des années. Elle milite pour donner une meilleure alimentation aux enfants notamment et contre les vaccins. Donc il y a un mélange. Elle est mère de 3 enfants. Elle a déménagé de Californie pour la Caroline du Nord pour vivre dans une ferme, cultiver ses légumes, faire élever des animaux pour ses enfants. Donc elle lutte à la fois contre les pesticides, contre les OGM et contre les vaccins, un mélange sans que ça soit forcément basé sur des études scientifiques. Et elle a créé ce mouvement Moms Across America. Déjà, ça fait plus de 10 ans déjà qu'elle l'a créé. C'était un petit peu une organisation pas très formatée, pas très organisée. Mais maintenant, c'est vraiment devenu un mouvement qui grandit aux États-Unis. Et elle a perdu son fils aîné cet été. Il avait 22 ans. Il s'est suicidé. Et depuis, elle milite encore plus donc pour lier tout ce qui est vaccins et maladies, problèmes de santé mentale, problèmes d'allergie. Elle le faisait déjà depuis des années, mais là, ça a pris encore plus d'ampleur ces derniers mois. Oui, et puis on vient de la voir en photographie avec Robert Kennedy Jr., qui est l'équivalent en France du ministre de la Santé. On va revenir comment ce mouvement donc est soutenu dans le pays, comment il s'infiltre peut-être jusqu'au plus haut niveau. Mais Françoise Salvadori, cette méfiance envers les vaccins, on la voit, elle existe, elle est de plus en plus importante aux États-Unis, mais elle remonte loin, très loin, même avant la création des vaccins. C'est ce que vous nous expliquez dans votre livre ? Alors oui, enfin, si on appelle vaccin vraiment à partir du moment où Jenner a proposé son vaccin qui utilise le virus de la variole bovine, qui s'appelle la vaccine, et qui a donné le nom de vaccination, ça c'est autour de 1800, juste avant 1800. Avant Jenner, on avait les premières pratiques qu'on appelait la variolisation ou l'inoculation, où on utilisait directement du pus variolique. On prenait du pus chez quelqu'un qui avait la variole. Ça pouvait peut-être ça faisait aussi mourir des gens, mais statistiquement, si on faisait une balance bénéfice-risque, il y avait quand même davantage de gens qui étaient protégés que de gens qui mouraient de cette pratique. Donc pour vous, ça existe depuis toujours? Alors oui, ça existait parce que en fait, cette pratique de la variolisation, elle vient de Turquie. Enfin, elle est arrivée de Turquie en Europe par l'intermédiaire de la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople. Et en fait, elle était absolument bluffée, cette dame. Elle avait souffert de la variole petite. Elle avait perdu son père, son frère, toute sa famille, comme beaucoup de gens à l'époque, de la variole. Et en fait, elle a vu ces femmes qui, à Constantinople, inoculaient la variole. Et elle a été totalement bluffée. Elle a pris le risque de faire vacciner ses propres enfants de cette façon-là. Et en fait, elle a ramené cette pratique en Angleterre. Et c'est comme ça que la variolisation, l'inoculation, est arrivée chez nous. Parce que ce n'est pas du tout une invention européenne. Et donc, coïncidence, effectivement, là, on vient de parler d'une femme qui lutte contre les vaccins. Voilà. Et à ce moment-là, justement, elle était aussi décriée parce que c'était une femme. Une pratique de femme amenée par une femme qui n'était pas médicale. Et en fait, très vite, ça a été critiqué sur ces aspects-là, un petit peu barbares, non chrétiens, tous les ingrédients comme ça. Mais tout de suite après, l'argument majoritaire, le premier argument qui est arrivé, c'était l'argument religieux. Voilà, et ça, on va y revenir effectivement parce que c'est aussi une donnée importante. Mais Lucille Grosjean, la montée des anti-vax, est-ce que vous le constatez, vos équipes, est-ce qu'elles constatent cette montée, ce regain de méfiance aujourd'hui ? On le constate, même si ça reste minoritaire au global. Quand même, il y a quand même au final une vraie et large adhésion à la vaccination, notamment alors pour l'UNICEF, vu qu'on est spécialisé sur les enfants, notamment sur la vaccination infantile.
c'est des vaccins qui existent pour beaucoup depuis très longtemps, qu'on fait plus que leurs preuves. Il y a plus de 4 millions de vies chaque année qui sont sauvées grâce aux vaccins, etc. Mais effectivement, quand on regarde les statistiques par pays, il y a un certain nombre de pays, il y a 130 pays en gros qui arrivent à 90% ou plus de taux de vaccination. Il y a quand même des pays, déjà on a du mal à passer ce cap, à aller plus haut, alors que pour certaines maladies, si on voulait vraiment les contenir, il faut qu'on atteigne 95%. Et ça, en gros, on a du mal à faire ces derniers kilomètres, si j'ose dire. Et puis, il y a certains pays où on voit que c'est un peu fluctuant. Des pays qui avant étaient à 90 redescendent, d'autres qui remontent aussi. Mais donc, on voit ces fluctuations qui sont, pour certaines, sans doute dues à ces phénomènes de désinformation. Mais on peut aussi y mettre, parce que ça un vrai sujet dans le monde humanitaire aujourd'hui, tout ce qui est lié aux grandes coupes de financement, bien sûr les inégalités. Mais est-ce que vous voyez par exemple qu'aux États-Unis, c'est le cas, parce qu'on va y revenir avec Elisabeth Guedel, mais il y a eu quand même des annonces, et puis encore une fois, la personne qui incarne la santé, elle est anti-vax, Robert Kennedy Jr. On le voit notamment aux États-Unis, il y a une grosse reprise des épidémies de rougeole, qui est pareil, il y a un vaccin contre la rougeole qui existe, qui est très efficace. Il y a encore d'ailleurs des vraies épidémies de rougeole. Il y a 60 pays, alors que là aussi, une maladie très simple à éradiquer, mais il y a une soixantaine de pays où il y a des épidémies, dont les États-Unis, alors qu'encore une fois, rien de plus facile à éradiquer. Elisabeth Guedel, l'État de Floride pourrait même être l'un des premiers à supprimer les obligations vaccinales. Donc là, ça irait vraiment très loin. Le ministère de la Santé de Floride, en partenariat avec le gouverneur, va s'efforcer de mettre fin à toutes les obligations vaccinales, toutes sans exception jusqu'à la dernière. Là, je cite Joseph Ladapo, ce n'est pas n'importe qui, c'est le directeur de la santé publique de Floride, et il a fait cette déclaration le 3 septembre dernier. Ça pourrait aller jusque-là. Oui, et c'est d'ailleurs le premier État américain à penser aller jusqu'au bout de cette politique anti-vaccination de Robert Kennedy Jr. Avec donc c'est un État républicain. On voit que c'est très politisé cette vaccination, alors que ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, j'avais jamais vu de différence vraiment de politique sanitaire, que ce soit une administration républicaine ou une administration démocrate. Maintenant, ça devient vraiment sensiblement, et on le voit notamment. Même si 70%, c'est important de le dire qu'effectivement tout le monde n'est pas anti-vax aux États-Unis, 70% selon un dernier sondage des parents disent qu'il faut maintenir quand même, ils sont contre la suppression de cette obligation de vaccination pour les enfants dans les écoles publiques, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est vrai que c'est un taux qui est beaucoup plus fort chez les électeurs de Donald Trump, les MAGA, pas tous les républicains, mais cette partie des électeurs républicains sont de plus en plus persuadés que ça doit être un choix personnel et pas et donc il faut laisser libre aux parents de décider s'ils doivent vacciner ou pas. Et c'est surtout, vous savez, de plus en plus ce sentiment anti-institution de toutes ces agences de santé publique. Il y a vraiment une méfiance qui est en train de grandir, et c'est surtout ce mouvement-là qui inquiète beaucoup les scientifiques. C'est que maintenant on n'a même plus confiance dans les agences qui donnent des chiffres, qui donnent des études, qui fournissent des études scientifiques sur le vaccin. Oui. C'est une vraie tendance qui s'accentue aux États-Unis. Une tendance qui s'accentue, et c'est vrai que Françoise Salvadori, cette méfiance, et puis cette notion de liberté, d'avoir le choix. Joseph Ladapo, que je citais il y a quelques instants, lui dénonce carrément un esclavage lié aux vaccinations. Il défend la liberté de corps, toujours les mêmes arguments. Ça, dans l'histoire des vaccins, ça revient tout le temps. Alors oui, j'ai entendu que Joseph Ladapo, justement, avait fait un grand discours devant une école chrétienne. Et il a mis en avant, devant les parents d'élèves, un argument, votre corps est un don de Dieu. Et donc, en fait, on retrouve l'argument religieux originel qui, en fait, est rare dans le sens où aucune grande église actuelle, aucune grande religion n'est anti-vaccin, officiellement. En revanche, toutes les religions ont des sectes, des mouvements fondamentalistes qui le sont. Et là, c'est clair, aux États-Unis, il y a ça. Et il y a le côté, en effet, institution, oui, c'est ce que disait Elisabeth Guedel. Anti-discours mainstream et anti-science. Enfin, M. Trump a quand même mis en avant, depuis qu'il est là, que le réchauffement climatique n'existait pas. Le CDC, le centre qui surveille les maladies infectieuses aux États-Unis, est très très menacé. Il y a eu des centaines de postes supprimés. Les données climatiques sont effacées à certains endroits parce qu'on casse le thermomètre, comme ça on n'a plus
possibilité de se baser sur des faits scientifiques. Et il y a un vrai mouvement anti-science. Alors ce mouvement anti-science pour la vaccination, il n'est apparu vraiment que quand la vaccination est devenue scientifique, mais Pasteur en particulier l'a affronté. Parce que certains ne croyaient pas, entre guillemets, à la théorie des germes, proposaient autre chose. Et ces théories qui remettent en question, même encore actuellement, la théorie des germes, existent encore. Il y a des gens qui continuent de dire que ce n'est pas un virus, donc il n'y a pas de vaccin possible puisque ce n'est pas un virus. Toujours les mêmes arguments qui reviennent. Oui, et ça aussi, toujours. Est-ce qu'on vous le dit, enfin on dit à vos équipes, est-ce que ce sont des arguments que vous entendez, qui reviennent ou pas, Lucile Grandjean? Bien sûr, c'est des arguments qu'on entend. De même, je pense si on se met plus par rapport à l'Afrique, notamment, il y a une grande peur parce qu'il y a eu parfois des expérimentations médicales qui ont été faites à l'époque des colonies en Afrique. Du coup, il y a une méfiance vis-à-vis de la pas si tard, parce qu'effectivement, au Nigeria, en 1996, en tout cas, le groupe pharmaceutique américain Pfizer est accusé d'avoir fait des essais qui auraient coûté la vie à 11 enfants. Donc, il y a des choses qui ne viennent pas de rien, mais qui, du coup, ont continué à se propager. Donc, il y a toutes sortes de rumeurs qui sont souvent adaptées très localement, selon les croyances locales, selon l'histoire aussi qu'il y a pu y avoir. Et c'est pour ça qu'on déploie quasiment tout le temps et qu'on pousse pour le fait que les stratégies de vaccination soient vraiment adaptées localement, pour qu'elle s'adapte à ces rumeurs, à ces histoires, etc. Et il y a des travailleurs de santé localement qui passent dans les écoles, dans les mosquées, dans les églises, dans les centres de santé pour expliquer ce que c'est que cette vaccination, etc. Il y a besoin de pédagogie tout simplement pour expliquer ce que c'est, que ça marche, pour battre en brèche certaines des idées reçues, etc. Mais besoin de pédagogie, certes, mais quand on voit les réseaux sociaux aujourd'hui, leur puissance, et aussi comment les antivax utilisent ces réseaux sociaux, ou même YouTube. On évoquait le Nigeria à l'instant, le pasteur Christ Oyakilome, vous me rappeliez qu'il a presque de 500 000 abonnés. Lui, il relaie des théories complotistes sur les vaccins. Totalement. Et ça a dû accentuer cette méfiance, tout ce côté complotiste, François Salvadori. Oui, parce que les rumeurs qui sont toujours basées en effet sur les mêmes choses, les vaccins sont des poisons, le corps est un don de Dieu, la science est mal, la science est trop politique, par exemple, le lien entre la science et politique, parfois des arguments aussi anticapitalistes, mais ce n'est pas tellement ce qu'on entend le plus actuellement. Tout ça fait que... et puis il y a eu aussi l'affaire pour la rougeole, et ce qui est beaucoup véhiculé aux États-Unis et dans le monde entier actuellement toujours, c'est cette idée de l'autisme qui a été remise sur le plateau, sur le tapis par Donald Trump, Bob Kennedy récemment, parce qu'en fait c'est basé sur un article scientifique frauduleux. Voilà, alors c'était les vaccins, vous en reparlez dans votre livre. Le vaccin ROR contre la rougeole, qui était accusé d'être à l'origine de l'autisme par un chercheur, un médecin anglais qui s'appelle Wakefield, qui a inventé de bout en bout un article scientifique avec des données frelatées, etc., des conflits d'intérêts. Et il a fallu plus de 10 ans en Angleterre pour réussir à le mettre en cause et à retirer l'article qui était publié dans Lancet, un des meilleurs journaux médicaux. Et en fait, il est parti aux États-Unis. Et en fait, son film qu'il a fait, parce qu'il s'appelle Vaxed, qui est un plaidoyer anti-vaccin truffé de grosses sottises, disons, a été financé par Bob Kennedy. C'est lui qui l'a produit. Vous voyez, comme le monde est petit. Comme le monde est petit. Justement, c'est pour ça qu'on se demande si les antivax vont prendre le pouvoir dans ce débat de 64 minutes. Oui. On évoquait Donald Trump. On va l'écouter parce que lui aussi, il a trouvé une raison à l'autisme, raison qui a été mise fortement en doute, évidemment. Tout d'abord, la FDA va immédiatement informer les médecins que l'utilisation de... Voyons comment prononcer ça... de paracétamol. C'est comme ça, qui est généralement connu sous le nom de Tylenol pendant la grossesse, peut être associé à un risque très accru d'autisme. Donc, prendre du Tylenol n'est pas bon. Je le dis, c'est pas bon. Pour cette raison, il recommande fortement que les femmes limitent l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse, sauf si cela est médicalement nécessaire. Donc voilà cette déclaration très récente de Donald Trump. Elisabeth Guedel, est-ce qu'on réagit effectivement à ces réactions qui viennent au plus haut niveau? On se dit que les antivax ont l'oreille de Donald Trump. Même Suzanne Monarez, alors elle n'est pas connue du grand public ici, mais elle a été victime de la politique anti-vaccination. Elle a été limogée alors qu'elle était à la tête d'une des principales agences sanitaires américaines. Donc voilà, est-ce qu'il y a une résistance qui s'organise?
Écoutez, ces anti-vax, effectivement, se font de plus en plus entendre, hein, on le voit bien. Et le problème, c'est qu'actuellement, on a une administration américaine qui, effectivement, est anti-vaccination, avec cette obsession sur l'autisme, hein, liée au paracétamol, liée au vaccin. Ça, c'est très... Robert Kennedy Jr. est obsédé par l'autisme, donc il va y avoir certainement d'autres raisons, selon lui, à ce qu'il y ait de l'autisme aux États-Unis, des enfants autistes aux États-Unis. Mais plus grand que ça, je dirais que c'est vraiment un mouvement d'une méfiance vis-à-vis des vaccins, et surtout, ce qui devient absolument mainstream, comme on dit, de plus en plus répandu, c'est que finalement, les vaccins, c'est pas très important. Et ça, c'est très nouveau aux États-Unis, c'est de penser que finalement, c'est pas très important de se faire vacciner, et même de vacciner les enfants. Et donc, évidemment, ce qui inquiète les scientifiques, c'est l'immunité collective. Il y a eu des résurgences, on l'a dit, de la rougeole, peut y avoir les oreillons, peut y avoir d'autres maladies qui vont revenir, parce qu'il y a vraiment une indifférence qui est en train de naître vis-à-vis des vaccins, ce qui est tout à fait nouveau ici aux États-Unis. Lucile Grosjean, alors qu'est-ce que vous pouvez répondre justement? Justement, j'ai envie de répondre que ça marche, et c'est plus que prouvé que ça marche. Hein. Les vaccins ont éradiqué certaines maladies, typiquement la variole, on en parlait tout à l'heure. Quasiment pour la polio à 99%, il y a encore des poches, mais quasiment. Et justement, le but, c'était d'y arriver d'ici 2030. Ça a sauvé depuis 50 ans plus de 150 millions de vies d'enfants. Ça a permis de faire baisser la mortalité infantile de 30%. Il faut marteler, répéter. Donc voilà, répéter, ça marche vraiment, et c'est prouvé. C'est des vaccins qui ont plus qui vraiment... C'est le meilleur investissement à faire en santé, la vaccination. Ça coûte très peu cher et ça a des bénéfices absolument énormes, bien sûr, en termes de santé publique, mais même plus généralement, vu les économies que ça a permis sur les systèmes de santé, sur des arrêts maladie, tout simplement des choses comme ça. Ça a un bénéfice qui est absolument énorme. Un bénéfice. Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'à la fin, quand même, les anti-vax, finalement, on a raison d'eux ou pas? Alors, on a raison d'eux dans la mesure où une majorité de gens à la surface de la Terre restent quand même favorables à la vaccination. On ne peut pas non plus dire que la Terre entière est devenue anti-vax. Mais les mouvements sont venus se radicaliser et surtout circulent beaucoup plus vite. Et en langue anglaise, et puis souvent viennent du corps médical malheureusement, voire même des scientifiques, on l'a vu pendant le Covid, même en France. Et là, on a un ministre de la Santé aux États-Unis qui en fait est un ancien lobbyiste, enfin anti-lobbyiste, il se présentait comme anti-lobbyiste par exemple contre Monsanto, donc il est passé de la politique d'un avocat spécifique des questions d'environnement, donc par le combat contre les lobbies, il est finalement devenu aussi... spécialisé dans le droit de l'environnement, et donc on rejoint la nature, les arguments nature, on retrouve tout en fait. Donc il faut éviter les confusions et rappeler les messages les plus importants. C'est ça, on retrouve des gens qui finalement et des phénomènes qui rassemblent comme un combo les 4 arguments majoritaires qu'on voit depuis le début, la religion, la nature, le rapport à la science et la politique. D'où la nécessité d'informer. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau dans ce débat.